On y va du coup? Tu m'entends ou pas? Oui, pardon, parfait. On t'entend et on voit. Allez, alors du coup, on va démarrer. Donc, troisième webinaire de la journée, c'est pour parler de la reprise d'entreprise. Alors, qui je suis? Je suis Olivier Morin, je travaille pour Le Point C, Le Point Création. Le Point Création est une marque d'Inextinso et Inextinso est un gros réseau d'expertise comptable avec différentes offres de services. Donc là, vous avez la carte un petit peu de l'ensemble des implantations des points C en France, des points création. Donc j'insiste, création, point création, reprise, transmission d'entreprise. Le tout un service d'Inextinso parmi la multitude de marques que l'on peut trouver chez Inextinso. Parce qu'on a effectivement le point C, on a Inextinso Finance Transmission, spécialisé dans les transmissions d'entreprise, on a Inextinso Avocat, bref, je ne vais pas vous faire tout l'article. Mais Inextinso, on y trouve un ensemble de marques dont plusieurs gravitent autour de la reprise d'entreprise. Alors, déjà, moi, je voulais vraiment remercier Roberta et Christelle de leur témoignage, parce qu'on n'oublie pas que ce sont deux femmes chefs d'entreprise et qu'elles sont certainement très, très occupées. Donc, à nouveau, un grand merci pour le temps consacré. Allez, on en vient au sujet relatif à la création. Je vais essayer de pousser le bandeau parce que là, je ne vois plus rien. Hop, voilà. Donc, la reprise d'entreprise. S'engager dans un projet de reprise d'entreprise n'est pas une mince affaire pour plusieurs raisons qu'on va essayer d'énumérer. Mais avant tout, j'ai envie de se dire, pour s'engager dans un processus comme celui-là qui peut durer vraiment plusieurs mois, voire 1 à 2 ans, et sur lequel on est, au moment où on s'engage dedans, jamais sûr de réussir à mener à bien l'ensemble du process, il faut quand même vraiment prendre le temps de se poser quelques questions. Et ces questions ne sont pas obligatoirement évidentes pour plusieurs raisons. Voilà. Et derrière, c'est de poser ces questions, avoir identifié son projet et ses envies, il faudra définir plus précisément le projet et le plan d'action que l'on va mettre en place. Alors déjà, restons sur la reprise d'entreprise de manière globale. On entend tous dire autour de nous qu'il y a plein d'entreprises à reprendre et en gros, qu'il suffit de se baisser pour trouver une entreprise. La réalité est très loin de ça. S'il y a beaucoup d'entreprises à vendre, il y en a énormément qui ne sont pas des entreprises qualitatives et il peut être pas évident d'y trouver celles que l'on recherche. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à peu près dans la reprise, dans les entreprises à vendre, vous avez à peu près 2/3 de fonds de commerce et 1/3 de titres de société. On va voir que ce sont, dans les deux cas, c'est un projet de reprise, mais qui ne doit pas être abordé du tout de la même façon d'un point de vue technique. Et je vous ai expliqué au cours de la présentation quelle est vraiment la différence entre la reprise d'un fonds de commerce et des titres de société. Alors, quand on cherche à reprendre une entreprise, très souvent, on se positionne aussi sur comment ça se passe pour les cédants. Il y a beaucoup d'entreprises à vendre qui ont des dirigeants de plus de 50 ans. Et c'est pour ça qu'automatiquement, quand on pense à la reprise, on pense qu'il suffit de se baisser pour les ramasser parce qu'il y a plein de gens qui vont partir à la retraite et qu'on va pouvoir récupérer ces entreprises. Ce n'est pas si évident que ça, comme je vous l'ai déjà dit, car certaines de ces entreprises ne sont pas vendables, beaucoup sont vieillissantes, peu rentables ou ont une attractivité faible. Dans les attractivités faibles, on peut dire des activités totalement liées aux dirigeants. Et là, j'ai envie de parler d'un repreneur que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui, comme ça, voulait racheter une entreprise dont je ne pourrais pas dire le nom, mais très séduisante, qui lui aurait fait parcourir le monde entier, sauf qu'il s'est rendu compte que cette entreprise
tout dépendait du dirigeant parce qu'il n'y avait rien d'autre que les liens du dirigeant avec un certain nombre de donneurs d'ordre pour apporter la valeur de l'entreprise. Donc, dans ce genre d'entreprise où c'est le dirigeant qui détient tout, où il n'y a pas de contrat et où on ne peut rien sécuriser, très vite, c'est une entreprise qui n'est pas attractive. Et là, malgré le fait très sympa du secteur d'activité, l'entreprise n'a pas pu être rachetée. L'acheteur a abandonné, considérant que c'était trop dangereux. Donc, quand on regarde ça et qu'on rajoute cette notion-là de beaucoup d'entreprises sont peu ou pas attractives, qu'on regarde aussi le fait qu'énormément d'entreprises sont vendues en interne, parce qu'automatiquement, quand on est le vendeur d'une entreprise, qu'on envisage céder, on va déjà commencer par regarder autour de soi, regarder ses enfants, sa famille, ses salariés, voir si ils seraient partants pour reprendre. Et donc, ça veut dire que sur l'ensemble de ces entreprises, le potentiel d'entreprise à reprendre, du coup, n'est que de 35%. Et la difficulté, ça va être de réussir à toucher ces entreprises intéressantes qui sont ou seront à vendre. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, aller sur la reprise, c'est aussi s'interroger sur les bonnes questions. Que peuvent être, quelles difficultés rencontre le cédant ou le repreneur? Qu'est-ce qui va pousser un cédant à vendre? Quelles sont les difficultés qu'il va avoir dans la vente? Et de l'autre côté, moi qui veux reprendre, quelles sont aussi les difficultés que je vais avoir? Dans les difficultés ou dans la connaissance du marché dans la reprise, il faut bien avoir à l'esprit aussi que des fois, automatiquement, il y a des prix de cession qui sont excessifs et ça va être un vrai frein. Et c'est un frein qui est très actuel parce que en France, on a quand même connu quelques événements, quelques crises successives qui font que certaines belles boîtes ont souffert et donc du coup, les vendeurs veulent des prix qui reflètent plus tout à fait ce que vaut l'entreprise aujourd'hui. La reprise, c'est un schéma sécurisant puisqu'on achète du chiffre d'affaires, mais il ne faut pas oublier qu'il y a derrière aussi des coûts d'entrée qui sont plus élevés et que dans la reprise, il peut exister des difficultés de financement du projet. Donc ça, je vais vous l'expliquer. Et qu'indirectement, comme il n'y a que 35% des entreprises qui sont intéressantes sur le marché, automatiquement, on va avoir un phénomène de concurrence entre repreneurs sur des entreprises assez intéressantes. Et très globalement, je peux très facilement vous dresser le profil type d'entreprise recherchée. Je vais vous le citer ultérieurement, mais c'est très facile. Puisque tout le monde, en tout cas toutes les personnes physiques qui veulent reprendre une entreprise, vont rentrer assez facilement dans ce cadre-là. Alors, dans la vente, dans les motivations de vendre une entreprise, qu'est-ce qu'on retrouve? Beaucoup de cédants cèdent pour partir à la retraite. 35% pour faire autre chose, parce que du coup, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils ont l'entreprise et à un moment donné, il faut passer à autre chose. Soit parce qu'ils en ont ras-le-bol, soit parce qu'ils veulent vraiment faire autre chose de leur vie ou qu'ils pensent que l'entreprise va avoir des difficultés. Donc, connaître les motivations des cédants, c'est aussi savoir parfois comment se positionner quand on va rentrer dans les phases de négociation. Alors, connaître le cédant, c'est me positionner. Donc, quand je suis face à un cédant qui envisage de partir à la retraite, il va potentiellement chercher la bonne personne pour pérenniser l'entreprise. Il va essayer de la vendre au meilleur prix, bien évidemment, comme tout le monde. Mais quand on est face à un cédant qui veut partir à la retraite, soit il a anticipé le départ à la retraite et donc du coup des choses sont relativement bien cadrées et son ambition, ça va être que ça aille vite.
Donc ça, vraiment, c'est un cadre général, hein, ce que je dis. Soit le cédant, il veut céder pour faire autre chose, et il va donc là aussi chercher la bonne personne au meilleur prix. Vous voyez, la bonne personne intervient sur 3 cas sur 4 dans les motivations. Ça veut dire que vous avez un certain nombre de cédants qui vont être attachés à ce que l'entreprise soit cédée à la bonne personne et pas obligatoirement au mieux-disant. Même si la notion du prix sera importante, la notion de la bonne personne est quelque chose d'important. Par contre, quand il y a une notion de ras-le-bol, eh ben, il faut que ça aille vite et on va plutôt chercher pérenniser les emplois et la notion du prix, vous le voyez, est moins dominante. Donc, dans les motivations du cédant, s'il y a une chose à retenir, c'est que le cédant, il faut le séduire et donc du coup, il faudra réussir à lui faire passer le message que vous êtes la bonne personne et ce, quels que soient les leviers sur lesquels vous allez passer pour qu'il en soit ainsi. C'est vraiment très important de bien comprendre ça. Ça veut dire que dans l'ensemble des phases de reprise d'entreprise, il ne faudra pas oublier d'être en zone de séduction. Et être en zone de séduction, ça veut dire qu'au premier rendez-vous avec le cédant, le premier truc qu'on ne va pas lui dire, l'erreur à éviter, hein, c'est de lui dire « Bon, alors, je suis content de vous connaître, je sais que vous voulez vendre votre entreprise, elle est trop chère. » En partant comme ça, c'est échec assuré. Il faut savoir y aller petit à petit de façon à ce qu'une opération de séduction puisse se faire entre le vendeur et le cédant. Pardon, entre le vendeur et l'acheteur. Voilà. Ça, c'est une donnée très importante parce qu'on voit des vendeurs choisir des propositions qui ne sont pas obligatoirement les propositions financières les plus élevées. Alors, du coup, dans les questions à se poser, il y a quel type de repreneur je suis, où sont mon point de force, qu'est-ce que moi je veux et comment je veux m'orienter. Vous avez le repreneur qui est plus dans l'orientation gestionnaire, qui a confiance en ses capacités et qui du coup va chercher à reprendre l'entreprise où il va pouvoir mettre ça en avant. Chaque repreneur doit se poser la question de qui il est et de ce qu'il veut comme type d'entreprise. C'est important parce qu'en fonction de ce qui va être défini sur qui je suis, ça va venir derrière définir quel type de cible vous cherchez. Définir un type de cible, c'est important parce que vous ne pouvez pas dire « je cherche une entreprise et peu importe ce qu'elle est, du moment que c'est une bonne affaire, je la prends ». C'est une approche qui est délicate et c'est pour ça qu'il faut vraiment identifier quel type de repreneur je suis et pour bien définir vers quel type d'entreprise je vais aller. Donc voilà, donc les profils de repreneurs, les entrepreneurs, les gestionnaires, les gens qui vont aimer un type de métier, de la technicité, qui veulent peut-être moins s'embêter sur les aspects gestion, ceux qui vont aimer les choses de proximité et les repreneurs qui disent moi j'ai un domaine de compétences dans quelque chose depuis des années, je veux tout poser, je veux partir en reconversion, je veux changer de métier, je veux changer d'orientation et la reprise le permet puisque je vais pouvoir m'appuyer sur des choses qui existent pour pouvoir engager cette transition. Alors, autre information dont qu'il faut avoir à l'esprit dans le principe de la reprise, le profil type du repreneur, c'est comme vous le voyez, 40-45 ans, mais ça c'est en train d'évoluer parce qu'on se retrouve de plus en plus avec des repreneurs de 50-55 ans et personnellement, ça m'arrive d'en voir même qui ont 60-62. Mais par contre, le profil type, c'est plus 40-50. Voilà, j'ai une belle carrière, je suis plein de force et j'envisage maintenant d'arrêter de travailler pour les autres et de me mettre à mon compte. C'est une de mes motivations fortes. Donc, cette notion de profil type, elle se vérifie beaucoup. Hein.
Après, dans la reprise, que je sois cadre, non cadre, que j'ai une forte expérience ou pas, il y a de la place pour tout le monde. Mais si on fait le profil type du repreneur, c'est vraiment ça. C'est 40-50 ans avec une expérience très souvent assez forte, soit dans un métier, soit dans différents métiers, avec des apports qui se situent aux alentours des 100-150 000 euros dans le cadre de la reprise du PME, d'une PME, des apports moindres si je suis plutôt sur la reprise d'un fonds de commerce, d'un restaurant ou autre, mais cette notion de l'apport est quelque chose qu'il faut bien calibrer parce que c'est ce qui va venir nous permettre de bien préparer ma fiche repreneur et de qualifier mes futures cibles. Derrière ça, très souvent, les repreneurs cherchent une entreprise d'environ 10-12 salariés. Donc, dans le profil type, il y a un lien entre le profil type et le type de cible. Si je fais le profil type de la cible le plus souvent recherché, c'est une entreprise ayant un vrai savoir-faire, ayant entre 6 et 10 salariés. Pourquoi 6 et 10 salariés? Parce que ça va me permettre d'avoir une taille intéressante où je vais pouvoir faire jouer à plein mes compétences de manager. Il faut que l'entreprise ait un vrai savoir-faire parce que du coup, ça permet à l'entreprise cible d'être bien positionnée sur son marché, si possible rentable et profitable. Voilà. Et donc, cette définition de l'entreprise cible qui est assez générale et qui se met complètement en face du profil type repreneur, et ben fait que j'ai une concurrence très forte sur le marché de la reprise sur ce segment de cible. Et qu'en plus, la concurrence, elle est accrue parce que vous avez un certain nombre d'entreprises bien importantes qui cherchent à faire des croissances externes et qui vont eux aussi cibler ce genre d'entreprise. La reprise, on pense que c'est un processus qui va être rapide. Certains repreneurs ont la chance de pouvoir tomber sur des entreprises, sur l'entreprise cœur très très rapidement. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand même, il faut prévoir sur un processus de reprise, il faut prévoir en général 12 à 24 mois, sachant que même si vous avez la chance de tomber sur votre cible tout de suite, en général, c'est strict minimum 6 à 12 mois. Toujours pareil, par rapport à la reprise, je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment se poser plein de questions. Hein. Donc, ces questions, il faut les poser sur la table en étant très honnête avec soi-même. Parce qu'un processus de reprise, c'est aussi un processus sur lequel on va s'engager financièrement. Hein. Et donc, il faut faire ce travail en amont face à soi-même. Voilà, quelles sont mes capacités à vendre, à manager, quelles sont mes problématiques de rentabilité et quelles sont les difficultés à rencontrer, qu'est-ce qui m'attend. Et c'est pour ça que dans ce processus, et c'est pour ça que je remercie vraiment les personnes qui ont accepté de venir témoigner, hein, un processus de reprise n'est pas un processus simple. Donc, il faut vraiment s'intéresser par avance aux mécanismes, par avance aux difficultés et aussi aux joies et plaisirs qu'il y aura demain dans le cadre de la reprise. Plus on anticipe un certain nombre de choses, plus on pourra se faire plaisir et surtout plus on sait ce vers quoi on va. Toujours pas de questions? Ça reste général, tant mieux. Alors, voilà, le processus de la reprise est un processus un peu long, mais par contre, nombre de repreneurs sont ravis d'avoir fait le parcours et en parlent toujours avec beaucoup de plaisir. Dans les questions à se poser, il y a aussi
OK, moi, je suis prêt à m'engager financièrement, je suis prêt à travailler H24, je suis prêt à prendre des crédits, je suis prêt à prendre des risques. Mais qu'est-ce qu'il en est de ma famille? Est-ce que j'ai leur soutien? Ça, c'est une étape importante. Est-ce que j'ai le soutien de la famille? Quel sera l'impact de ce projet sur mes revenus? Est-ce qu'ils me suivent? Comment je peux protéger les miens aussi au travers des problématiques du régime matrimonial? Donc, ça veut dire que sur ces axes-là aussi, on a un certain nombre de questions à se poser avant d'y aller. Et quand je souhaite reprendre, il faut que je sois au clair aussi sur mes envies, mes valeurs, mes objectifs et ce que je veux faire. Vous avez un certain type de repreneurs qui reprennent pour redresser une entreprise, la relancer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans et après la revendre. Et puis, il y en a d'autres qui chercheront une entreprise pour leurs valeurs, pour ce qu'ils vont pouvoir faire et de quelle manière ils vont pouvoir la développer. Partir sur la reprise, bon, il y avait tous les éléments techniques attachés à la reprise, mais il y a aussi tous les points techniques à prendre en compte, comme si vous étiez un créateur, parce que quand vous reprenez, vous reprenez quelque chose qui existe avec ses forces et ses faiblesses, mais vous avez aussi toute l'acquisition technique comme un créateur d'entreprise. Les statuts, les charges sociales, les contraintes diverses et variées, tout le processus, le financement, l'évaluation, etc., etc. Donc, il faut que je m'intéresse à ces choses-là en reprise comme en création, les statuts, les formes, le régime social, les contraintes et ce qui va avec. La reprise, je ne peux que vous conseiller fortement de vous former. Je vois régulièrement des repreneurs et vraiment un repreneur qui a suivi un parcours de formation, ce n'est pas le même repreneur qu'un autre parce que comme la reprise est technique avec des phases, avec des temps d'attente, il faut vraiment essayer de se former. Des formations sur la reprise, il y en a un petit peu partout. Il faut choisir les bonnes en fonction des territoires. Les bons ne sont pas obligatoirement les mêmes. Vu que j'ai vu qu'il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout, voilà, difficile de recommander une formation plutôt qu'une autre. Mais en tout cas, d'après ce que je sais, les premières vont lancer un programme de formation dans l'année 2011. Donc, je vous invite à rester en veille sur le sujet. Que ce soit avec les premières, avec n'importe qui, vraiment… Année 2021, pas 2011. Voilà. Oui, dans l'année, j'entends 2021, parce que 2020 est déjà terminé. Oui, voilà, non, mais précise. Bon, je te remercie d'avoir pris la main, en tout cas. Donc voilà, dans la reprise, au travers de tout ce que je viens de dire, formation pour moi m'apparaît indispensable et à un moment donné, en fonction de votre reprise, il faudra aussi vous entourer d'experts parce que c'est ce qui va, à un moment donné, sécuriser la relation et aussi fluidifier les éléments avec le vendeur et vous protéger là où il y a besoin de vous protéger. Dans les questions qui restent à se poser, OK, je valide tout pour aller vers la franchise, mais pour aller vers la reprise, qu'elle soit en franchise ou non. Et pour ce faire, je dois vraiment valider mes ressources financières dans le cadre du projet, mes souhaits de rémunération, est-ce que je suis prêt à bouger ou pas, et aussi se poser un peu la question sur ce que je sais ou ne sais pas faire. Être prêt à déménager, c'est important. Pourquoi? Parce qu'au démarre, on part avec un certain ciblage, mais dans le cadre de la reprise, comme il est difficile d'obtenir de bonnes opportunités, il se peut que vous trouviez une opportunité, mais qu'il ne soit pas là où vous l'imaginiez. Donc ça, c'est aussi des questions auxquelles vous devez vous poser pour bien préparer votre périmètre de recherche et quel type d'entreprise. Tout ça pourquoi? Tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, ça a pour objectif d'aboutir à une fiche de cadrage de votre projet de reprise. Voilà, cette fiche de cadrage ou cette fiche repreneur, c'est ce que vous allez communiquer envers tout le monde et il faut que vous soyez au clair pour vous éviter de perdre du temps. Je vais vous montrer un exemple de fiche de cadrage, de ce que ça peut donner.
Mais vraiment, c'est indispensable pour être efficace. Et c'est en ayant bien fait ce travail amont qu'on va pouvoir être efficace une fois que l'on va attaquer cette fiche de cadrage. Donc jusqu'à maintenant, on a abordé les aspects personnels. Maintenant, on va se recentrer plus sur l'entreprise. Quel secteur d'activité? Quelle taille d'entreprise? Quelle zone géographique? Quelle fourchette de prix? Bien évidemment, vous pourrez répondre à ces questions en ayant fait le travail en amont. Quel secteur d'activité? Est-ce que c'est du technique? Est-ce que c'est du service? Voilà. Quelle taille d'entreprise? Je vous ai donné tout à l'heure la cible standard, c'est entre 6 et 10, 12 salariés. Et voilà, quel type d'entreprise vous voulez? Quel type d'entreprise vous correspond? Quelle zone géographique? Parce que si vous n'êtes pas prête à sortir d'un territoire, eh bien, il faut clairement le signifier. Il faut que ce soit clair dans votre fiche de cadrage. Par contre, vous savez qu'en faisant ça, vous allez réduire le périmètre des opportunités. Mais voilà. Et la fourchette de prix, il est important de bien la caler aussi. Parce qu'à un moment donné, vous allez être rattrapé par la réalité économique. Donc, il faut, quand j'entends par la réalité économique, j'entends financement. Donc, il faut bien caler la fourchette de prix. Et après, peu importe ce que vous cherchez, vous le listez, vous ciblez et ça vous permet d'être au clair sur le cadrage. Alors, le cadrage, la lettre de cadrage ou plutôt votre CV repreneur, j'ai bien dit CV repreneur, quelque part, il vous faut les informations vous concernant, ce que vous recherchez. Donc, vous voyez, recherche une entreprise commercialisant des produits dans le domaine de la santé, de la cosmétique. Là-dessus, c'est ouvert. Chacun va chercher le type de cible qui lui correspond, soit par rapport à son expérience, soit par rapport à ses envies, soit par rapport à un processus de recrutement, de reconversion. Peu importe, mais il faut bien cadrer ce que vous recherchez pour que tout à chacun sache ce qu'il en est. Si vous dites à quelqu'un « je recherche un emploi salarié », il ne pensera jamais à vous. Si vous dites à quelqu'un « je recherche un poste de contrôleur de gestion », il sait parfaitement ce que vous recherchez. Voilà, l'idée de la fiche de cadrage, c'est exactement la même chose, c'est de venir dire ce que vous recherchez, qui vous êtes, voilà, qui je suis, 40 ans, marié, 2 enfants, formation, vos compétences, votre expérience. Voilà, information personnelle, compétences, expérience, c'est bien pour ramener à la personne qui va lire le document, dire « Ah oui, là, c'est en ligne avec ce que j'ai à proposer à cette personne comme offre. » Voilà, les métiers que vous recherchez, les codes NAV si vous en avez, les secteurs géographiques et les caractéristiques de l'entreprise. Voilà, cette fiche repreneur a pour objectif d'être diffusée à tout le monde, même des gens qui ne vous connaissent pas, parce qu'on va voir que trouver une entreprise à reprendre, ce n'est pas chose aisée. Donc, il faut que cette fiche synthétise l'ensemble des informations qui vont permettre à un repreneur ou à un professionnel du secteur de dire, voilà, j'ai quelque chose à envoyer à cette dame. Voilà quel type d'entreprise elle cherche. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Oh, vous êtes trop sage. J'ai l'impression d'être tout seul derrière mon écran. Vous dormez pas quand même là? J'ai perdu tout le monde? Non, je pense qu'il faut oser. Si vous avez des questions, c'est pas forcément, mais n'hésitez pas. C'est pour ça que je fais un point d'arrêt, parce qu'en général, au niveau de la fiche du repreneur, il peut y avoir déjà un certain nombre de questions. Mais si vous n'en avez pas… Pascal, est-ce que tu as une question? J'ai une question. Alors, il y a Pascal qui avait allumé son micro et après Catherine. Alors moi, c'était juste un commentaire. C'est en t'écoutant, Olivier, je me rends compte que c'est pas du tout fait pour moi. Donc voilà, je suis relativement silencieuse. Les critères sont tous enfin, il n'y en a aucun qui colle. Pourquoi aucun qui colle? Alors déjà, par exemple, pour l'âge, moi, j'ai pas 50 ans ni 40 ans, j'en ai 60. Donc, j'ai dit que je voyais des repreneurs de 60 ans. Enfin bon, voilà, il y a plein de critères comme ça. Je dis, ah bon, Non, alors, très bien. Alors, là, ce que j'ai essayé de dresser tout à l'heure, c'est un profil type, mais j'ai bien dit que dans la reprise, il n'y a pas de règle. J'ai vu encore récemment un repreneur qui avait 60 ans.
il n'y a pas de règle figée. C'est juste si on essaye de définir un profil type, il y en a un. Maintenant, on peut complètement sortir du profil type, repreneur ou repreneuse. Et une question de Catherine, c'est ça? Caté? Oui. Oui, c'est Catherine. Oui, c'est Catherine. Oui, moi j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure à propos de cette fiche. Est-ce qu'on pourra en avoir un modèle ou est-ce qu'on peut la trouver, cette fiche? Et vous avez dit elle est diffusée à tout le monde. C'est qui tout le monde? C'est comment? Alors, très bien. Alors, le tout le monde, c'est l'ensemble des intermédiaires que vous allez solliciter dans le cadre de la recherche de la cible. C'est-à-dire la CCI, Ça peut être la CCI, la Chambre des métiers, ça peut être, vous avez identifié sur Session PME une entreprise qui vous intéresse, vous rentrez en contact avec eux, ils vont vous demander votre fiche repreneur, ou en tout cas, ils vont vous demander des éléments pour mieux comprendre. Si vous voulez faire une démarche spontanée auprès de gens qui potentiellement pourraient vous mettre en relation avec des entreprises, comme les experts comptables, on a des entreprises à céder. Vous avez des gens qui mènent des actions ciblées auprès des experts comptables pour dire, voilà, je vous envoie ma fiche repreneur au cas où vous auriez une entreprise à céder correspondant à ce que je recherche. N'hésitez pas à prendre contact. Donc, ce modèle de fiche, on peut le trouver Je pense qu'il y a plein de modèles possibles. Là, j'ai voulu sur Internet, on cherche modèle de fiche repreneur? Oui, je pense que vous pouvez le trouver ou le support, je crois qu'il sera diffusé. Si le support est diffusé, vous avez un modèle et puis vous pouvez… Oui, voilà, c'est pour avoir les éléments. Après, on peut le présenter différemment. Catherine, tu fais un copier d'écran, hein, tu fais copier d'écran et puis voilà. Ouais, c'est pas mon écran. On peut faire ça sur un écran partagé? Je ne savais pas. Copie d'écran, oui. Ok, je pensais que c'était que mon écran. Ok, pardon. Je fais la copie d'écran. Voilà. Il y a Christelle qui a mis un commentaire et qui dit « Je connais un repreneur de 70 ans. » Donc, Voilà, il n'y a pas de règle, même si voilà, moi je suis souvent un jury sur un organisme de formation des territoires. C'est vrai que quand on regarde qui est au jury, on voit le profil type être vrai. Maintenant, il n'y a vraiment pas d'âge. Le tout, c'est d'adapter son projet à qui on est. J'ai parlé là, par exemple, d'un budget de 100 à 150 000. Bien évidemment qu'on peut aller vers la reprise avec un budget bien moindre. La question, c'est quel type d'entreprise en fonction de ce que je veux, en fonction de mes apports, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de questions à se poser avant pour pouvoir bien définir ce vers quoi je veux aller et de manière réaliste et réalisable. Aujourd'hui, j'en parle à la suite, trouver des financements n'est absolument pas compliqué aujourd'hui dans une certaine mesure. Mais en tout cas, moi, je voulais vraiment vous sensibiliser sur l'approche initiale, sur cette fiche repreneur, sur le travail qu'on a à faire sur soi-même. En création, ce travail-là existe aussi. En reprise, ce n'est pas parce qu'on va vers la reprise que ce travail n'existe plus. Il y a plein de petites questions à se poser en amont pour dire « ouais, j'ai envie d'y aller ». Parce que la reprise, c'est un beau challenge, on récupère quelque chose qui existe, c'est pour du développement. Et chacun peut trouver midi à sa porte, comme on dit. Il y a une question, Olivier, qui dit 70 ans, les banques suivent encore à cet âge-là? C'est une très, 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 très bonne remarque. J'ai envie de dire, pour le monsieur de 70 ans, ça devient plus compliqué d'obtenir des financements bancaires. Christelle a répondu en disant il a racheté une société suite à la vente de son activité en intégrant sa fille. Ça peut être des options. Voilà. Tout à fait. Il y a eu aussi alors là aussi, la reprise comme la création peut très bien avoir une orientation successorale, c'est-à-dire qu'on commence à organiser la suite et je peux investir aussi dans une entreprise où je mets mes enfants pour aussi leur laisser un patrimoine plus tard. Allez, là c'était un changement de sujet. Donc voilà, la fiche repreneur, c'est un point d'étape important. Et une fois qu'on a fait cette fiche repreneur, ça revient à là où on était en train de parler. Bien, automatiquement, il faut lancer le processus. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, il faut lancer le processus, créer son profil sur les sites spécialisés, rencontrer les professionnels,
suivre une formation et intégrer un groupe de repreneurs. Ça, j'insiste parce que l'affaire qui n'est pas bonne pour vous, ça peut être bonne pour quelqu'un. Créer un réseau. La reprise, comme ça peut être un processus long, et ben, plus vous arrivez à réseauter, plus vous arrivez à mettre des choses en place, plus c'est important. Et un des vecteurs de réussite dans la reprise, c'est constituer son réseau, en parler à tout le monde et ne pas avoir peur de faire des approches directes. Identifier la cible, comme on vient de le dire, ça veut dire aussi passer par les chambres consulaires. Les sites Internet, il y en a plein de sites Internet d'intermédiation. Vous avez la BPI, vous avez ceux de la CCI, vous avez, j'ai cité Session PME tout à l'heure, vous avez le FUSAC, vous avez… Bon, il y a vraiment plein d'accès à des offres et le plus dur, ce sera de faire le tri. Il faut aussi faire appel aux agences spécialisées parce qu'elles ont vraiment… les agences qui travaillent que dans l'intermédiation ont aussi un portefeuille d'offres à vendre, ont aussi des bases de données sur lesquelles elles peuvent accéder à des offres d'autres agences. Donc, il faut vraiment y aller. Il ne faut pas avoir peur des fédérations professionnelles. Ça, c'est pour le marché connu. Mais on l'a dit tout à l'heure, comme les bonnes entreprises sont rares, il y a aussi un marché caché. Le marché caché se justifie aussi par le fait que le cédant ne veut pas savoir, ne veut pas qu'on sache qui vend. Si moi, je suis le concurrent d'un vendeur et que je sais qui vend, vous pouvez être sûr que je vais glisser des pots de banane sur le sujet en action commerciale. Donc, le marché il est aussi caché parce que vous avez un certain nombre de vendeurs qui font en sorte que ça ne se sache pas ou qu'on en limite la connaissance. Et c'est pour ça qu'il faut passer par les réseaux d'agences, par les réseaux professionnels, parce que c'est eux qui vont pouvoir vous présenter un certain nombre d'entreprises à vendre que vous ne trouverez pas par vos propres moyens. Donc, il faut vraiment ne pas avoir peur de solliciter les réseaux spécialisés et c'est même eux qui doivent vous alimenter en opérations assez courantes. Pour ce qui est d'action de la reprise en franchise, le processus reste le même, mais de manière un peu différente, parce que là, on va plutôt s'attacher à quelles sont les enseignes vers lesquelles j'ai envie d'aller, quelles sont les enseignes vers lesquelles je suis légitime, et à partir de ce moment-là, je sélectionne les enseignes avec qui j'ai envie de travailler, je les approche, je me fais valider mon profil par ces enseignes qui vont du coup pouvoir me dire si elles ont des entreprises à reprendre dans la franchise. Voilà. Vous avez des franchises, ce n'est pas parce que vous avez créé une entreprise en franchise que vous n'avez pas le droit de la vendre. Et donc, certaines franchises vous mettent en relation avec certaines de leurs entreprises qui sont à vendre. Voilà, donc vous pouvez aussi envisager la reprise en franchise, ce qui à la rigueur est plus facile parce que vous avez plus cet énorme travail d'identification de cibles, puisque là, vous identifiez des enseignes et du coup, vous passez par les enseignes pour vous apporter des opportunités. Et en fonction des enseignes, je peux vous assurer qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises à vendre dans les enseignes en franchise. Donc, si c'est en franchise, par contre, on n'oublie pas qu'il y a les problématiques de DIP et que la problématique de financement reste la même. Par contre, par les enseignes, vous réglez une grande partie du problème attaché à l'identification de la cible. Voilà, alors, admettons, tout ça c'est fait, vous identifiez une entreprise à reprendre. Donc déjà, les deux premières questions la suite, c'est dans ces entreprises à reprendre, est-ce que je reprends un fonds de commerce ou est-ce que je rachète des parts sociales? Alors, ces deux notions sont essentielles parce que ce n'est pas du tout le même processus de reprise ou d'acquisition. Alors, déjà, quand je vais me positionner sur l'entreprise à reprendre, il va falloir que je m'intéresse sur quelles sont les raisons de la vente. L'entreprise, son métier, il faut que je me centre aussi sur l'entreprise. Quel est son métier, sa typologie de client, son positionnement? Est-ce qu'il existe au sein de l'entreprise des engagements contractuels? Sous-entendu, est-ce que cette entreprise que je rachète
à des contrats, à du chiffre d'affaires récurrent, qu'est-ce qui est sécurisé. Et quand je vais en reprise comme en création, je dois avant tout m'intéresser au marché global et local de l'entreprise que je veux reprendre. Donc, on peut voir qu'il y a une certaine similarité entre la création et la reprise, parce que je dois m'intéresser au marché, au ciblage, au métier de la même façon. La seule différence, c'est qu'avec la reprise, eh ben, je vais déjà avoir un certain nombre d'éléments. Et ces éléments, c'est quoi? Si on me propose de racheter l'entreprise à travers un fonds de commerce, eh ben, j'ai déjà du matériel, j'ai déjà des immobilisations, j'ai déjà des actifs qui soient incorporels ou corporels dans l'entreprise. Alors, désolé d'utiliser un terme comptable, mais du coup, c'est quoi ces éléments incorporels que je pourrais racheter? C'est la clientèle, c'est le nom commercial, le nom de l'enseigne, le droit au bail. Donc, quand je reprends un fonds de commerce, la notion du droit au bail est une donnée sur laquelle je dois passer du temps et qui est une donnée essentielle. Est-ce qu'il y a je rachète potentiellement des brevets, des licences? Voilà, quand je vais vers la reprise d'entreprise, une fois que j'ai fait ce travail sur le marché, je me retrouve à acheter quelque chose et c'est ce quelque chose sur lequel je dois m'intéresser, incorporel, mais aussi corporel. Il existe du matériel dans l'entreprise, il y a des agencements, des installations, du matériel de transport. Bref, tout ça, je le rachète dans le cadre d'un fonds de commerce. Quand je rachète le fonds de commerce, je rachète aussi une partie de certains contrats. Je rachète tous les contrats de travail en cours et bien évidemment le bail commercial qui est souvent un point essentiel attaché au fonds de commerce. Attention, certains vendeurs vont essayer de vous vendre un droit au bail plutôt qu'un fonds de commerce pour échapper à une taxation. Mais par contre, vous ne pouvez racheter un droit au bail à la place du fonds de commerce que si vous changez d'activité. Sinon, ça ne fonctionne pas. Quand vous avez identifié votre cible sur un fonds de commerce, il faut savoir que le fonds de commerce exclut aussi un certain nombre de choses. Et c'est l'intérêt du fonds de commerce. Ça exclut les créances et les dettes de l'entreprise. Ça veut dire que vous ne rachetez pas les cadavres qui sont dans le placard quand vous rachetez un fonds de commerce. Donc, ça peut être plus sécurisant. Par contre, vous ne rachetez pas la trésorerie de l'entreprise puisque vous rachetez juste l'activité commerciale. Donc, la trésorerie qu'il existait, tout ce qu'il y avait avant reste au cédant à l'exception de ce qui vous vend. Donc, c'est-à-dire les immobilisations corporelles et incorporelles. Le fonds de commerce n'inclut pas les locaux si le propriétaire en est propriétaire et n'inclut pas les stocks qui sont dans l'approche de reprise intégrés ou non dans la valorisation. Donc, quand vous rachetez un fonds de commerce, il est toujours important de vous poser la question, OK, on me demande tant pour le fonds, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas acheter les stocks, mais initialement, ils ne sont pas intégrés, sauf si vous le précisez. Donc, voilà. Dans le fonds de commerce, quelques points de vigilance. Il faut bien sûr obtenir la liste des contrats parce qu'ils doivent être regardés de près, savoir quand est-ce qu'ils arrivent à terme, quelles sont les conditions, qu'est-ce qu'il existe. Les contrats d'assurance, parce que du coup, il va falloir regarder un petit peu les engagements. Tout ce qui est contrat de location aussi, parce que du coup, vous reprenez ou vous ne reprenez pas ces contrats. Voilà, vous pouvez demander à ce qu'il y soit mis fin ou pas. Bien évidemment, il faudra demander le titre de propriété de ce qui est censé appartenir à l'entreprise et que vous allez récupérer, puisque les immobilisations peuvent en faire partie. Et la liste du personnel, bien évidemment. Les points de vigilance quand on va acheter quand on va faire un compromis de vente, bien évidemment, sur le compromis, il faut faire attention aux notions du prix, aux modalités de paiement, parce qu'on peut se mettre d'accord avec le vendeur pour des modalités de paiement classiques ou même des modalités de paiement spécifiques, échelonnées en plusieurs parties. Et on peut même se dire, est-ce qu'on peut faire un crédit vendeur? Il y a différentes choses qui sont possibles. Il faut négocier éventuellement l'accompagnement du repreneur
parce que quand vous reprenez une entreprise, ça peut être bien qu'il y ait quelqu'un qui connaisse un certain nombre d'éléments, qui reste avec vous pour vous tutorer pendant un certain temps. Donc ça, il faut bien le calibrer. Il faut aussi être très vigilant sur la notion de la clause de non-concurrence, parce que s'il serait délicat que vous rachetiez une activité et que la personne à qui vous allez racheter aille faire la même chose à 500 mètres, donc il n'aurait aucun mal à récupérer une partie de ses clients. Donc c'est un point sur lequel il faut être très vigilant, les clauses de non-concurrence. Le rachat éventuel du stock, bien évidemment. Les contrats de travail, là, il faut avoir un œil dessus parce que vous n'êtes pas à l'abri de mauvaises surprises. Et puis, dans les points de vigilance à avoir aussi, c'est toujours pareil, le bail. Est-ce que quel âge, quel nombre d'années a le bail, comment il va se poursuivre? Est-ce que je peux redemander un bail neuf avec? Bref, tout ça, c'est des points particuliers sur lesquels il faut être vigilant quand on va racheter un fonds de commerce. Si on va racheter des parts sociales d'une entreprise, et ce, quelle que soit l'entreprise, là, c'est plus délicat parce que quand vous rachetez des parts sociales d'une entreprise, vous rachetez l'actif et le passif. Et là, ça change la donne parce que vous rachetez avec les cadavres qui sont dans le placard. Et donc, c'est pour ça qu'il peut très bien ne pas y avoir de cadavre dans le placard, mais là, le niveau d'engagement qui est le vôtre est plus élevé. Parce que vous reprenez les dettes, vous reprenez un certain nombre de choses en rachetant les parts sociales de l'entreprise. Donc là, en général, c'est une vigilance accrue dans le processus de reprise. Ce processus, bien évidemment, quand on va faire le protocole, il va falloir être beaucoup plus exigeant. Et quelles sont les étapes en général quand on fait une reprise de part sociale? Vous avez une phase d'audit qui va se mettre en place. Là, les avis divergent. Vous avez ceux qui vous disent on fait l'audit, l'entreprise me plaît, je fais une pré-négociation avec le vendeur. Comme l'entreprise me plaît, je fais une lettre d'intention et derrière, je vais déclencher des audits pour venir regarder dans les placards ce qu'il y a. Les audits qui peuvent être juridiques, fiscaux, sociaux, environnementaux, bref, l'idée c'est de savoir ce à quoi je m'engage puisque je reprends tout avec les parts sociales. Donc, vous avez en fonction des dogmes, vous avez ceux qui vous disent non, je ne fais pas la LOI et après les audits, je fais les audits et après je fais la LOI parce que la LOI m'engage, donc la lettre d'intention m'engage très fortement dans la reprise puisque je dois y mettre déjà plein d'éléments importants comme le prix, comme plein de bases juridiques de ce qui me servira demain. Donc là, moi, je n'ai pas d'avis spécifique. La seule chose, si vous déclenchez les audits avant la lettre d'intention, l'entreprise n'est pas bloquée, donc elle peut vous échapper en cours de route. Mais si le vendeur est correct, vous pouvez trouver un accord avec lui. Et vous avez ceux qui essayent de faire un maximum de choses avant, mais sans déclencher les audits qui coûtent quand même de l'argent, pour faire la lettre d'intention, bloquer l'entreprise et derrière lancer les audits, parce qu'en fonction de la cible que vous avez, ces audits d'acquisition, c'est une vraie dépense. Donc, si vous rachetez, plus l'entreprise est chère, plus il faut sécuriser par des audits. Mais voilà, donc des fois, on hésite à dépenser en audit. Donc, d'abord, on fait la lettre d'intention, on sécurise, on fait les audits pour pouvoir, derrière, renégocier pour le processus, pour le compromis final. Voilà, soit on fait les audits avant pour pouvoir faire une lettre d'intention la plus cadrée possible, parce que la lettre d'intention, elle est quand même très engageante. Même si c'est qu'une lettre d'intention, elle est quand même très engageante. Donc, un, vous la faites jamais tout seul. Et deux, il faut quand même faire un vrai travail préparatoire avant de les mettre. J'ai une question sur la charte précédente. Sur l'audit avant, quand il a lieu avant, est-ce que le vendeur est censé donc mettre à disposition toutes les informations et toutes les informations vraies?
Alors, si vous vous êtes entendu avec le vendeur et qu'il est d'accord dans le process, c'est-à-dire que s'il a bien validé le fait que vous enclenchez les autres audits avant de lui faire une lettre d'intention, il mettra à disposition tous les documents. De toute façon, s'il fait de la rétention, que vous ayez signé ou non une LOI, il peut faire de la rétention de la même façon. Maintenant, si lui, il fait de la rétention, il vous dira non, non, vous me signez la lettre d'intention et on fait les audits derrière. Ça veut dire qu'il ne veut pas perdre de temps. Dans l'expérience que j'ai eue sur ce genre de choses, c'était souvent sur les contrats commerciaux et la véracité des contrats commerciaux. Donc, grosso modo, potentiel de chiffre d'affaires, j'en sais rien, 1 million, 2 millions. Et en fait, à l'usage, quand on voit derrière, non, ce n'était pas du tout ça, c'était que la moitié. Alors, j'entends, ça peut être délicat, mais de toute façon, si vous faites pour faire la LOI, il faut déjà quand même faire un pré-travail sur la valorisation, un pré-travail sur un certain nombre d'éléments pour pouvoir sortir la LOI. Cette LOI vous engage, mais bien écrite, il y a des portes de sortie. Donc, si le vendeur, si vous voulez, c'est comme tout, on est dans la négociation. Donc, si le vendeur vous dit c'est la LOI pour pouvoir accéder aux données essentielles, eh ben, vous n'aurez peut-être pas trop le choix que d'y passer. Après, si vous refusez la LOI parce que vous considérez que la personne n'est pas prête à faire d'efforts, c'est un choix. Mais normalement, si vous la déclenchez avant et qu'il est d'accord, il sait très bien que ces audits, en fonction de la cible, ça va vous coûter. En fonction de la cible, je ne veux pas donner de fourchette de prix, mais on est sur plusieurs milliers d'euros les audits. Donc, normalement, si le cédant vous laisse rentrer dans cette phase d'audit et est d'accord pour le faire, et de toute façon, il ne pourra pas se faire s'il ne donne pas les documents, c'est qu'il est d'accord pour vous remettre. Sinon, il va vous bloquer et vous dites, vous me faites la LOI pour montrer que vous êtes vraiment acheteuse. À partir de ce moment-là, je débloque tout. Vous pouvez aussi, pour régler ce genre de problème, signer des accords de confidentialité sur les éléments reçus. De toute façon, ça vous sera demandé. Donc, je ne vois pas de blocage si ce n'est une approche du cédant, de vous dire je veux ou je ne veux pas. D'accord. Et le deuxième cas que j'ai vu où c'était, donc je dirais l'audit avant, alors peut-être que l'audit avant avait été mal fait, c'est que les comptes de l'année N-2 qui avaient été donnés, qui étaient très bien, et les comptes N-1 n'étaient pas encore clôturés, n'étaient pas disponibles, et là le résultat n'était pas du tout le même. Alors, c'est toute la problématique dans la reprise d'entreprise, de dire on nous annonce des choses, qu'est-ce qu'il en est réellement? Et c'est pour ça qu'on fait une lettre d'intention. À un moment donné, on fait une lettre d'intention et que c'est l'analyse sur les éléments qui seront pris en compte. Et comme s'il existe des incertitudes, ça se règle juridiquement. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que la lettre d'intention, l'idée c'est de l'écrire, c'est que en fonction de ce qui sera, il peut y avoir un prix final qui sera fonction de l'évolution entre l'instant T et le moment de la signature définitive. En général, entre les deux, il n'y a pas de signature tant qu'on n'a pas les derniers éléments chiffrés. C'est-à-dire que le process prévoit que le prix puisse être renégocié tout au long du processus en fonction d'éléments nouveaux. Dans le cours de la négociation, il s'avère qu'il y a un client qui a été perdu, automatiquement, ça change le prix en finale. Je ne sais pas si la réponse est claire. Oui, c'est très clair. C'est super délicat. Enfin, je travaille dans une grosse société. J'ai participé à l'acquisition de d'autres sociétés, donc pour le compte de ma société. Pourtant, on a des auditeurs internes et tout. On s'est souvent fait avoir sur le portefeuille commercial. Alors, moi, je peux que vous remercier de ce que vous êtes en train de dire parce que beaucoup de gens, quand ils vont vers la reprise, veulent, et notamment sur les parts sociales, veulent faire l'économie des audits parce qu'ils considèrent que c'est une dépense qui est un peu lourde. Mais par contre, c'est très souvent au niveau de ces audits-là qu'on va identifier les problématiques. Et si elles ne sont pas identifiées pour une raison X ou Y, c'est dommageable. Mais en général, ça limite le risque parce que, comme vous l'avez dit,
le fait de faire ces audits, ça va nous permettre de mettre les doigts sur les sujets délicats, même si au final, on n'est pas à l'abri que des choses ne soient pas tout à fait celles qu'elles nous ont été présentées. Et c'est aussi pour ça, et c'est aussi pour ce que vous êtes en train de dire, qu'il existe dans le processus de rachat de parts sociales le principe des garanties d'actifs et passifs qui vont venir mesurer ce risque-là. Et c'est pour ça que juridiquement, il faut être super accompagné pour essayer d'anticiper au mieux en garantie d'actifs et de passifs ces promesses non résolues ou erronées. Ok, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup pour vos questions parce qu'on voit tout de suite que ça permet l'échange et ça anime. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, attention, sur le rachat de parts sociales, eh ben, il faut être encore plus vigilant, il ne faut pas avoir peur, ou en tout cas, c'est indispensable que d'investir sur un peu d'audit pour sécuriser vraiment l'opération. Et quant à la LOI, ben, si le vendeur c'est la LOI ou rien, eh ben, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à y aller comme ça ou pas. Alors, la question de l'évaluation, je ne veux pas trop l'aborder ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une heure et j'ai déjà quasiment mangé mon heure. Parce que c'est très technique, il peut y avoir plein de sujets différents. Ce qu'il faut en gros, quand on est sur un rachat de fonds de commerce, regarder quel est le potentiel, comme en création, voilà, quel est le potentiel, quel est l'intérêt de ce que je rachète. Et à partir de ce moment-là, regardez le chiffre d'affaires, regardez le BE, regardez la capacité de remboursement, regardez ce qu'il y a, le matériel, le local, l'emplacement de ce que je m'apprête à racheter, de leur attractivité globale. Et c'est surtout ça qu'il faut que je cherche, c'est la bonne entreprise au bon endroit qui a potentiellement des bons produits ou qui m'intéresse. Et à partir de ce moment-là, je vais me positionner dessus ou pas et je vais regarder les éléments financiers. Voilà, la valorisation du fonds de commerce, elle se fait surtout par rapport à ça. Et quand on rachète des parts sociales, on est un petit peu sur le même principe, sauf que comme j'ai dit précédemment, c'est tout que je rachète. Quand je rachète des parts sociales, je rachète le fonds de commerce, mais je rachète aussi les dettes, la trésor, je rachète tout. Alors que le fonds de commerce, ça va vraiment être sur un périmètre plus restreint. En termes d'évaluation, je l'ai dit, il y a plein de techniques différentes en termes d'évaluation. Si je suis sur un fonds de commerce, les choses peuvent être plus simples parce que je peux valoriser les acquis de ce que je rachète, qu'est-ce que vaut mon droit au bail, qu'est-ce que vaut un certain nombre d'éléments, quel chiffre d'affaires produit. Le tout est de se dire quel est le bon prix, que je sois en rachat fonds de commerce ou en cession de parts sociales, le bon prix, là je vais vous surprendre. Le bon prix, c'est celui auquel le vendeur est prêt à vendre et l'acheteur à acheter. Parce qu'on peut avoir toutes les évaluations qu'on veut, on peut se dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. Le bon prix, ça restera celui où vous pouvez tomber d'accord, sinon il n'y aura pas action ni de vente ni d'achat. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire pour que chacun sache que peu importe que diront les chiffres, à un moment donné, il y a aussi dans la vente, dans le prix, une part de subjectivité qu'il faut prendre en compte. Ceci dit, dans l'évaluation, il y a des points clés. Si je ne veux pas vous donner les méthodes parce que ça serait trop long, il y a quelques éléments qu'il faut bien retenir. Certes, il n'y a pas de méthode d'évaluation qui vous donnera un prix fixe. Les méthodes, il y en a plusieurs et quand on évalue une entreprise, on met plusieurs méthodes en place et on choisit. Le prix, ça sera en général le prix moyen en fonction, le prix moyen obtenu sur l'ensemble des méthodes utilisées. Voilà, il y a la méthode du chiffre d'affaires, il y a la méthode
des prix de vente de référence, il y a la méthode basée sur l'actif. Bon, il y a plein de méthodes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le prix, c'est en général une moyenne. En termes d'évaluation d'une entreprise, il ne faut pas non plus oublier quelle est la capacité de l'entreprise à rembourser le prêt bancaire. Parce que cette entreprise, pour l'acquérir, on va emprunter. Et donc, pour ce faire, il ne faut pas oublier que pour déterminer le prix de l'entreprise, il faut quand même qu'on regarde aussi sa capacité d'autofinancement ou la capacité que l'entreprise a à financer son projet de reprise. Qu'on le fasse en tant que… Voilà, peu importe quel mode d'organisation on choisit derrière l'acquisition, il faut qu'on se pose la question dans la valorisation, qu'est-ce que cette entreprise est en capacité de financer? Et ça aide vachement à définir un prix. Les chiffres clés à regarder dans un bilan par rapport à l'évaluation, c'est l'EBE, donc excédent brut d'exploitation. En gros, c'est l'excédent généré par le moteur de l'activité en dehors des activités des chiffres exceptionnels et la capacité d'autofinancement de l'entreprise, puisque c'est la CAF qui permettra de rembourser la banque. Il est important de regarder ces chiffres-là. Quand on regarde une entreprise à reprendre, il faut retraiter les chiffres donnés. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de points qui sont considérés comme non normatifs. Par exemple, un dirigeant d'entreprise qui espérait 120 000 €, on peut considérer que là, il faut qu'on retraite les résultats parce que vous considérez que la rémunération normale d'un repreneur, c'est 40, 50, 60. Et donc, du coup, toute cette économie, quand vous retraitez les chiffres, automatiquement, c'est de la capacité d'autofinancement supplémentaire ou c'est une rentabilité supérieure pour pouvoir faire passer mon dossier en banque. Évaluer une entreprise, c'est un point délicat dans la négociation avec le cédant. Donc, il faut, moi je vous le conseille, systématiquement essayer de faire intervenir un tiers. C'est le tiers qui fait l'évaluation, c'est le tiers qui sera donc responsable du désaccord. En tout cas, vous pouvez dire que ce n'est pas de votre faute, on vous dit que l'entreprise vaut tel prix et que vous êtes là pour trouver un compromis, ça peut vous aider vis-à-vis du cédant. On ne perd pas de vue non plus que le prix intègre une part subjective et que le vendeur vous vend un potentiel alors que vous êtes censé acheter le passé. Ce qu'il y a demain, c'est ce que vous allez en faire, donc c'est difficile c'est quelque chose qu'il faut, en général, il faut essayer d'empêcher le vendeur de valoriser le demain pour bien acheter le passé. Alors, dans les éléments qui peuvent jouer sur le prix, quelqu'un vous dit « mon entreprise demain, elle sera aussi profitable qu'aujourd'hui » ou en tout cas, on attend des contrats qui vont être plus profitables. Vous pouvez croire le passé et intégrer une clause dite d'earn-out, c'est un complément de prix. Si tout ce que le vendeur vous dit se réalise bien et que les résultats sont là, vous pouvez négocier un surprix. Si à l'inverse, ils ne sont pas là, il n'y a pas de surprix possible. Et donc, les clauses d'earn-out, c'est quelque chose qui peut vous aider à régler une négociation un peu difficile où vous dites, si vous me dites que ça vaut vraiment ça, moi je vous crois, mais dans ce cas-là, je vous paye ultérieurement quand les conditions auront été réalisées et pas par avance. Donc, c'est un outil qu'il faut avoir à l'esprit comme étant possible dans la reprise. Dans ce qui va jouer dans le prix, il y a aussi ces fameuses garanties d'actifs et de passifs, parce que plus vous allez être exigeant, contraignant sur les garanties d'actifs et passifs, moins vous allez pouvoir éventuellement négocier sur certains éléments du prix. En tout cas, ces fameuses garanties d'actifs et de passifs, c'est quelque chose qui rentrera dans la négociation du prix avec les cédants. Allez, dernier point que je veux aborder, et je suis en train de manger le temps des autres, c'est pas bien. C'est les aspects financiers. Partir sur la reprise d'entreprise, ça demande quand même pas mal de besoins. Les frais de création, les frais d'audit, les rachats de fonds de commerce, le matériel, les travaux, la publicité, le stock, la trésorerie initiale pour lancer le projet. On a des besoins différents si on est en rachat de parts sociales ou en fonds de commerce. Donc, du coup, il faut que j'aille chercher ces financements parce que du coup, il faut que je définisse un capital social, que j'apporte des fonds en compte courant, que je puisse aller chercher des financements. Donc,
ces financements, où est-ce que je vais pouvoir les trouver? Bien évidemment, de la Love Money, les apports en compte courant que je peux faire. Je sollicite autour de moi tous ceux que je peux. Et après, je vais voir les différents dispositifs de financement, les prêts d'honneur, les prêts solidaires, l'ensemble des dispositifs qui peuvent exister. J'associe tout ça, bien évidemment, avec un prêt relais, un prêt bancaire, un prêt relais de TVA si c'est possible. Bref, une fois que j'ai identifié la cible, qu'on est plus ou moins d'accord, arrive l'opération du financement. Et je l'ai complètement intégré dans ma présentation parce que par expérience, je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire. Si je rachète un fonds de commerce à 80 000, je n'aurai pas de difficulté de financement, mais dès que je monte à des budgets de 200, 300, 400, 500, 600, ça devient un vrai parcours du combattant. Ça ne veut pas dire que j'y arrive pas, mais ça veut dire que le financement du projet est une vraie difficulté, un vrai point de blocage, et ça peut prendre longtemps d'obtenir les financements. Actuellement, on a un projet en cours, je crois que ça fait 8 mois qu'on galère sur les recherches de financement, malgré que l'entreprise soit profitable et que le repreneur ait le profil adapté à l'entreprise cible. Il peut y avoir un certain nombre de freins. Bien évidemment, plus l'entreprise est profitable, moins la banque bloquera, mais en tout état de cause, il ne faut pas négliger ces difficultés de financement. Alors, quand je vais voir la banque, c'est un des partenaires essentiels dans le financement du projet de reprise. Il faudra que je lui apporte tous les éléments nécessaires. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que vous allez avoir les supports et puis ce sera stipulé. Mais en gros, quand je vais voir la banque, je suis prêt, j'ai tous les documents. J'ai soit ma promesse de cession, soit les éléments, le protocole de rachat, j'ai les bilans, j'ai le prévisionnel, j'ai tous les éléments juridiques. Ça ne sert à rien d'aller voir la banque avant si je ne suis pas prêt parce qu'elle me répondra oui par principe, mais ça ne servira à rien. Donc, je vais voir la banque quand j'ai tous les éléments. Que je sois en franchise ou pas, c'est pareil, c'est juste les éléments qui changent. On n'oublie pas que la banque est là pour financer les investissements et que pour tout ce qui est BFR, trésor, frais de lancement ou autre, il faut que j'aille voir ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il existe comme solution de financement? Là, les premiers dispositifs, c'est pour quand je vais racheter du petit fonds de commerce ou une petite entreprise. Créasol peut me prêter jusqu'à 12 000 € à 5% pour financer tout ce que je veux, le BFR, la trésorerie ou autre. Ils n'ont pas de montant de budget et moi, je peux vous dire que du coup, je les intègre maintenant quasi systématiquement dès que ça ne dépasse pas les 3 salariés. Je les intègre systématiquement parce que ça fait du bien, malgré tout, d'avoir 12 000 € sans garantie, même si c'est à 5%, pour financer du BFR, parce que le BFR est très difficile à financer. Bien évidemment, dans le projet de reprise, il faut utiliser les prêts d'honneur. Dernière acquisition en date, 500 000 € de budget. On allait chercher 32 000 € en prêt d'honneur dans une plateforme d'initiative locale. Donc, bien évidemment qu'il faut mettre en place, aller chercher des dispositifs de prêt d'honneur. Même si c'est petit par rapport à l'enveloppe globale, ça fait du bien. C'est pour de la trésor. Ça peut permettre de le garder en réserve s'il se passe quoi que ce soit. Et donc, j'y vais. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez en plus de ce prêt d'honneur ajouter du prêt d'honneur solidaire qui est un dispositif d'État pour aller chercher 8 000 € supplémentaires. Si vous êtes 2-3 associés à reprendre, vous pouvez faire 8 000 x 2 x 3 x 4. Donc, c'est quand même une aide qui vite peut compter dans l'enveloppe globale du projet. Initiative, je les ai citées, mais pourquoi le slide est mis au mauvais endroit, j'en suis désolé, mais Initiative peut vous prêter beaucoup en reprise. Je vois qu'il y a un bug dans la présentation. Leur montant classique, c'est 8 000, mais dans le cadre de la reprise, ils peuvent proposer beaucoup plus que ça. Ils peuvent aller jusqu'à… Ah, j'ai un problème sur le support. Peuvent aller jusqu'à… Ah, je ne peux plus passer. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ils peuvent aller jusqu'à 20, 25, voire 30 d'aides financières dans le cadre de la reprise. Voilà. Mais ça dépend des plateformes, donc difficile de donner un montant exact parce que ça change en fonction des plateformes. Qu'est-ce qui nous reste derrière? Le réseau Entreprendre qui peut aider dans la reprise.
Si vous êtes primo-repreneur, le réseau Entreprendre peut intervenir de 2 titres, 50 000 € à 0%, plus l'accompagnement du réseau aussi, qui est un réseau de chefs d'entreprise. Donc, vous voyez, on commence à cumuler les dispositifs quand même pour vous aider dans la reprise. Et au-delà de ça, vous avez la BPI aussi qui peut vous aider financièrement à reprendre une entreprise jusqu'à 600 000 €. Et si vous apportez 50 000, ils peuvent apporter aussi 50 000. Donc, c'est un vrai dispositif sur lequel vous appuyez parce que, comment je peux dire ça? Même si les banques pourraient éventuellement financer votre projet de reprise, quel qu'il soit, il faut démultiplier les sources de financement pour réduire le risque de chaque intervenant. Plus vous réduisez le risque des intervenants, plus vous avez de chances d'obtenir le financement. Et c'est pour ça que, si possible, si vous reprenez une entreprise de taille un petit peu conséquente, eh ben, il peut être sympa aussi qu'au niveau des organismes financiers, des banques que vous allez voir, que vous puissiez faire une espèce de pool bancaire, de faire intervenir dans la reprise 2-3 banques différentes pour réduire le risque de chacun et ainsi faciliter et optimiser les solutions de financement. Voilà, et dernier point qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut vraiment envisager quand on est sur un dispositif de reprise, ce sont les dispositifs de garantie qui vont venir vous limiter vos risques personnels sans pour autant les effacer, mais essayer de vous sécuriser au maximum dans la reprise parce que plus l'entreprise que vous reprenez est importante, plus vous allez être engagé à titre personnel et donc plus il faut essayer de vous sécuriser. Donc, même si ça coûte un peu d'argent, je ne peux que recommander de mettre en place ces dispositifs de garantie. Ça aide au financement et ça vous sécurise. Et puis, petite anecdote, pourquoi pas vous lancer dans une campagne de crowdfunding, mais il n'y a pas grand-chose à en espérer, si ce n'est quelques milliers d'euros pour vous aider dans tout ça. Et puis, voilà, j'ai envie de vous dire, je terminerai par les différentes étapes. Accord sur le prix, signature du compromis de vente, constitution du dossier bancaire, recherche de financement, obtention du financement, création de la structure juridique, signature des actes définitifs, déblocage de fonds et mise en activité de l'entreprise. J'ai terminé. Merci d'avoir assisté à la formation, à la présentation. Je suis allé vite sur la fin, j'en suis désolé, mais voyant le temps qui passe, je n'avais pas le choix. Une question sur les garanties, je peux? Oui, allez-y, avec plaisir. Pour les garanties, souvent, alors est-ce que c'est vrai, on nous demande des garanties sur nos biens propres? Par exemple, sur l'immobilier qu'on peut avoir à titre de résidence principale. Oui, alors on ne vous le demandera pas comme ça en général, on vous demandera d'être caution personnelle. Et au travers de la caution personnelle, ça emporte l'ensemble de vos avoirs. Voilà, donc… Par contre, si je peux intervenir, c'est Roberta. prie. Nous, par exemple, ne sommes pas sur caution personnelle. Parce que vu le coût de l'argent maintenant, les banques sont beaucoup plus ouvertes. Nous en avons interrogé 7 et on a pris les 2 qui nous proposaient d'emprunter sans caution personnelle. Ça existe, ça se fait. Négociable. Négociable. Alors, je suis d'accord avec Roberta. On fait ça tous les jours, essayer de réduire les engagements personnels, les cautions personnelles. C'est complètement faisable dans une certaine mesure. Tout dépend en général des montants empruntés et de vos avoirs et ou des nantissements que vous mettez en place. Nous, on a nanti les titres de la société qui est rentable. Nous avons apporté un quart du montant et on a quand même emprunté beaucoup. D'accord. On n'a pas du tout dans les quantités que vous avez montrées dans les slides. On a emprunté 2 millions d'euros. Voilà. Donc, sans être caution personnelle. Alors, félicitations et bravo. Parce que ce n'est vraiment pas une chose aisée et courante. Mais ça veut dire que la banque a reconnu que l'entreprise que vous rachetiez valait certainement plus que ça. Et à partir du moment où vous avez nanti les parts sociales, la banque est sécurisée puisque elle sait qu'elle pourra récupérer sur l'entreprise s'il y a une difficulté. Donc, en tout cas, félicitations pour cette négociation parce que ce n'est vraiment pas chose aisée. Ça se fait. Donc, c'est juste pour rassurer ceux qui trouveraient ça rédhibitoire. Tout est possible.
Donc voilà pour la question. Merci. Christelle, je te laisse faire ton témoignage Oui, avec plaisir. pour Donc, voir si ça colle avec ce que j'ai dit et puis voilà, tu ouais. partager ton expérience. Alors, je vais partager mon expérience et côté professionnel. Sur une autre partie aussi, enfin, on essaiera d'allier les deux et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre avec plaisir. Olivier Morin est plus expert que moi en comptabilité. Voilà. Moi, je dirais que commercialement, c'est plus mon truc et je me suis fait un petit peu plus accompagner au niveau des finances et de la comptabilité. Juste pour me présenter, donc, je suis Christelle Guillem, je suis franchisée indépendante à Montauban dans le Tarn-et-Garonne de l'agence Temporis. Alors Temporis, je ne sais pas si certains connaissent, c'est un réseau d'agences d'emploi et de recrutement en franchise, premier au niveau national. Ça a été créé par Laurence Potier-Caudron il y a de ça 20 ans, parce que le réseau a 20 ans aujourd'hui, enfin, depuis l'année dernière, et avec une ouverture d'agence, une première ouverture d'agence à Brive en 2001. Aujourd'hui, ça représente à peu près 170 agences avec une centaine de franchisés. Voilà. Donc moi et mon parcours, donc bon, Temporis, c'est du travail temporaire, ce qu'on appelait communément l'intérim pour ceux qui connaissent un petit peu plus. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai fait mes armes dans l'intérim, dans surtout des sociétés plutôt familiales. J'ai démarré durant 3 ans comme assistante d'agence sur Toulouse. Bon, j'ai eu d'autres expériences entre-temps. Et j'ai eu la chance d'ouvrir l'agence Crit Intérim à Montauban, pour pas les citer. Donc, j'ai été responsable. J'ai pris l'agence en 2001, que j'ai gardée jusqu'en 2006-2007. Dans mon esprit, il y a toujours eu cette volonté d'entreprendre, d'être à mon compte. Ça ne m'a jamais quittée. De là, j'avais fait un petit peu le tour de l'intérim. J'ai dit allons voir ailleurs. Et puis, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est vrai que le côté géographique aussi est important. Juste pour la petite parenthèse, je suis mariée, j'ai 2 filles qui ont 14 et 16 ans et je crois que en tant que femme, enfin bon voilà, on essaie d'allier la vie perso et la vie professionnelle. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas au mieux. Je pense que je me débrouille pas trop mal. Voilà. Et donc du coup, j'ai cherché une entreprise à reprendre. Après cette expérience de responsable d'agence et je suis tombée sur une salle de sport qui était sur Montauban, rien à voir avec ce que je faisais. Et donc on s'est mis sur ce projet-là, moi et mon mari. On est associés en affaires, par contre il a sa propre activité et donc il ne travaille pas du tout avec moi. On a repris cette salle de sport en liquidation au tribunal de commerce en 2008. Ça a été un challenge très, très compliqué, autant financier car le club était vraiment en perdition. L'ancien gérant avait eu un grave accident et donc il a fallu remonter tout ça. Deuxièmement, je ne connaissais pas du tout l'activité. Donc, on m'a vu arriver, les clients et l'équipe. J'ai repris 11 personnes. Ça n'a pas été une mince affaire. À la première année, pour que les gens me fassent confiance, voient ce que j'étais capable. Je ne sortais pas du tout du milieu du sport. J'étais vraiment gérante, voilà, et manager. Bon, petit à petit, on a repris tant bien que mal cette activité. Je dis ça parce que j'en ressors pas avec une comment dire, j'en ressors avec un petit peu d'échec parce que l'activité n'était pas viable et le milieu du sport, Olivier Morin peut-être le connaît, je ne sais pas, mais très difficile auprès des banques d'avoir des prêts, d'être suivi. Et franchement, il ne faut pas se leurrer, on est là aussi pour gagner notre vie. Et là, on ne la gagnait pas du tout.
Donc, on a décidé d'arrêter. On s'était dit avec mon époux, bon, on arrête de remettre chaque année dans les fonds et on a réussi à vendre, ce qui n'est pas une mince affaire dans ces milieux. Donc, en 2015, on a réussi à vendre cette société avec un petit pécule, bon, ce qui était pas trop mal, sans doute pas trop mal sorti. De là, je suis repartie bosser pour quelqu'un dans un petit magasin de meubles de designer. Vraiment rien à voir au schmilblick, mais il fallait que je bosse. J'avais plus de droits ouverts. Enfin, bon, vous imaginez la suite. Donc, je suis repartie bosser 1 an, me laissant le temps de regarder ce que je pouvais faire, ce que je pouvais choisir. Enfin, j'avais toujours quand même dans l'esprit de repartir. Quand on a bossé pour soi, repartir à travailler pour quelqu'un, c'est... je ne dirais pas que c'est compliqué parce que je me suis adaptée et assez bien finalement, mais j'avais quand même dans cet esprit toujours de repartir pour moi. Donc, je suis repartie à la recherche d'une société à reprendre. Alors, pareil, mon mari a des sociétés sur le Tarn-et-Garonne, donc il fallait quand même que je reste dans les parages. Voilà, c'était mieux. Des avocats qu'on connaissait, qui connaissaient Laurence Potier-Coudron, m'ont dit on connaît un franchiseur Temporis qui cherche des franchisés, tu devrais t'y intéresser, reprends ton métier, c'est ton job. Bon. Petit à petit, je me suis laissée convaincre pour rencontrer Laurence et là, franchement, ça a été une jolie rencontre avec des valeurs communes, une même façon de voir le métier, une même envie d'aborder voilà, ce secteur et avec une agence à reprendre sur Montauban, donc c'était vraiment l'idéal, quoi. Tout était voilà, tout était là pour que ça parte assez bien. Donc du coup, il y a eu une première rencontre avec Laurence, il y a eu une première rencontre aussi avec l'équipe de Montauban. Ça s'est bien passé. Olivier Morin parlait de séduction tout à l'heure. Je pense que il y a des moments, il y a des questions que m'avait posées l'équipe à l'époque, qui étaient un peu pertinentes ou pas, voilà, qui auraient pu me dire non, mais attendez, ça me regarde pas, ça c'est ma partie, je ferai comme ça et comme ça. Bon, je savais pertinemment que si je n'arrivais pas à séduire cette équipe, je ne rentrerais pas dans la franchise. Voilà. Donc, des fois, on fait le dos rond et puis ça passe. Et c'est ce qui s'est passé. L'avantage de cette franchise-là, c'est qu'on a vraiment un accompagnement. Peut-être ce que je n'ai pas eu avec la salle de sport, où j'ai été finalement seule. Voilà, à part au niveau comptabilité, mais sur l'activité en elle-même, je me suis débrouillée. Là, on a vraiment un accompagnement. On a vraiment un accompagnement sur le financement, parce que Laurence étudie avec nous les possibilités, comment racheter la société, enfin, toute cette partie-là. On a un accompagnement sur les formations. Moi, c'est vrai que je sortais du travail temporaire, mais on a un tas de franchisés qui ne sortent pas du travail temporaire, qui sortent d'une activité complètement différente. Donc, c'est tout à fait viable. Là, en l'occurrence, par rapport à la franchise et à ce qu'on évoquait tout à l'heure en tout début de webinaire, vous parliez d'une double activité dans la franchise. La personne à qui j'ai racheté en fait la franchise, l'agence, a démarré et 3 mois après a pris un poste de directeur commercial dans une concession automobile. Laurence a toléré, mais le but, il est quand même que de faire développer l'activité principale. Donc, à un moment donné, elle a demandé à cette personne de choisir, ce qui est normal. Enfin, elle a envie que le réseau s'agrandisse et que les gens soient complètement investis dans l'activité.
Donc, voilà, pour répondre peut-être à la question, je crois que ça n'empêche pas d'avoir une double activité, mais bon, on vous demande à un moment donné un investissement sur cette franchise-là. Quoi vous dire de plus? Donc, j'ai repris l'équipe. Alors, j'ai repris la société qui faisait un petit chiffre d'affaires qui était relativement correct, avec un petit bénéfice. C'était pas exceptionnel, mais franchement, c'était assez sympathique. J'ai commencé à ne pas me verser de salaire puisque j'avais rouvert mes droits. Donc, Pôle emploi m'a aidé dans un premier temps, mais très vite, j'ai pu me rémunérer sans aucun problème. Il y a vraiment je pense qu'il faut bien se connaître dans ce métier, mais comme dans d'autres, et voir un petit peu les avantages et les inconvénients comment dire, pas les avantages et les inconvénients, mais vraiment de bien se connaître pour adapter son activité. Moi, je suis plutôt commerciale. Les chiffres, oui, je vais regarder le chiffre d'affaires, je vais regarder le bénéfice, voilà ce que rapporte. Mais j'ai vraiment besoin à côté de moi de quelqu'un en comptabilité qui soit vraiment plus calé que moi. Par contre, commercialement, ça c'est mon taf, voilà, c'est le réseau, c'est vraiment une activité où, mais vous allez me dire, comme bien d'autres, Olivier Morin le disait, on parlait de réseau pour aider à la reprise, mais dans le boulot, je suis un peu partout commercialement. Je vais voir mes clients régulièrement, je participe à beaucoup de réunions, je vais même au rugby. Voilà, j'essaye vraiment d'avoir un réseau important. Et aujourd'hui, j'ai racheté l'agence en avril 2018, on avait 36 équivalents temps plein. On est arrivé à 140 équivalents temps plein cette année. Même avec le confinement, on a continué à travailler. On a été au mois de mars un peu arrêté les 15 premiers jours parce qu'on s'est tous retrouvés à ne pas savoir comment faire, et qu'on n'était pas, on était tous un petit peu dubitatifs, mais on a continué à bosser. Et franchement, à bien bosser. Je veux pas vendre Temporis, mais là, au bout de 3 ans, j'ai une belle réussite, je gagne bien ma vie, je suis bien accompagnée. On parlait je voudrais vous parler du juridique au niveau de la franchise pendant ce confinement ou autre. C'est un métier où vraiment on a besoin d'être accompagné sur le plan juridique. Et tous les jours pendant le confinement, on a eu des éléments apportés par le franchiseur en nous disant bon mais voilà, il y a telle attestation, il vous faut faire ça, mettre tout ceci en place. Ça a été et sans eux, je ne sais pas si ça n'aurait pas été vraiment beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou si je réponds à vos attentes. Alors, moi j'en ai une, Christelle. Quels étaient les moments les plus difficiles dans cette deuxième reprise? Là, pour la première, on imagine toute la difficulté. Ouais. Pour la deuxième, est-ce qu'il y a eu des moments délicats? Est-ce que entre la première et la deuxième, la première, j'imagine que tu as dû galérer pour trouver peut-être un peu la cible ou pas. Du coup, pour la deuxième, voilà, quels sont tes meilleurs souvenirs et tes pires souvenirs dans cette deuxième reprise? C'est souvent lié au personnel. On évoquait ça la dernière fois. Et on en reparlait tout à l'heure avec l'équipe. Voilà, je leur faisais part du webinaire auquel j'avais participé. Et il y a toujours à un moment donné dans l'équipe qu'on reprend des gens qui vous suivent et d'autres qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas la volonté. Bon, mais ces gens-là, ceux qui n'ont pas envie de rester, il faut savoir où les accompagner ou voir avec eux quelles sont les possibilités. Et ça, c'est toujours un peu compliqué. Voilà.
Donc, si je je me résume, pour rappelle- vous, le moment le plus difficile dans la reprise, ça a été la période d'intégration. Ouais. Ah, je me rappelle d'une question la première fois quand on parlait de séduction tout à l'heure, et je me rappelle d'une question de l'équipe au tout début qui m'avait dit: et comment vous allez vous rémunérer? Et là, vous avez juste une envie de leur dire: mais ça ne vous regarde pas quelque part. On rachète une société Mais je savais qu'en répondant ça, je me tirais une balle dans le pied et peut-être qu'elles auraient mis un veto à ce que je rentre et à ce que je rachète cette franchise. Elles avaient quand même un petit peu leur mot à dire enfin, leur mot à dire. Si vous voulez, c'était une société où le gérant n'était plus sur les lieux. Il vérifiait, il regardait, mais l'équipe qui était en place faisait son taf. Hein. Franchement, il n'y avait rien à dire. Je vous dis, le chiffre d'affaires n'était pas mirobolant, mais ça tournait. Il n'y avait pas de loup ou quoi que ce soit. Donc, je savais qu'en me mettant l'équipe à dos, je ne rentrerais pas. Ça, je l'avais senti. C'est bien noté, Christelle, que pour vous, comme ça a été dit tout à l'heure, la période d'intégration est un élément clé. Moi, j'ai bien noté aussi dans votre témoignage que c'est le réseau qui vous a apporté l'opportunité. Hein, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait en parler, en parler à tout le monde. Et ben, c'est ce que vous avez fait. Et du coup, ça vous a apporté un point d'opportunité. Ce que je note aussi, c'est que vous avez su vous donner du temps en retravaillant. C'est-à-dire que même si on a le projet de reprise d'entreprise, comme on est sur des temps longs, il faut le faire en plus d'autres choses, ou si on le fait à 100% parce qu'on est en transition professionnelle, alors il faut vraiment s'engager fortement parce que le temps qui passe est votre pire ennemi. Donc moi, voilà, j'ai envie de vous dire bravo parce que dans votre témoignage, on sent que vous avez su vous donner du temps en retravaillant. Il est clair que pour l'ego, c'est pas… Non, mais non, c'est vrai, c'est compliqué parce que, je veux dire, dans la première reprise, quand il y a un échec, parce que malgré tout, bon, on a réussi à vendre, mais c'était quand même un échec. On n'en ressort pas en se disant ah ouais super on a fait une super affaire et se dire bon mais là on va repartir travailler pour quelqu'un d'autre et puis tu vas reprendre des heures de bureau 8h midi 14h 19h et tu vas te laisser comment dire gérer parce que là c'est plus vous qui gérez, c'est voilà, vous êtes sous les ordres d'eux. Bon, c'est pas tous les jours facile, mais ouais, il faut savoir le faire. Puis financièrement, je pense il n'était pas question de rester sans travailler, quoi. Voilà. En tout cas, bravo pour le rebond parce que c'est pas obligatoirement évident de sortir d'un échec et de respirer un coup d'un échec. Moi, ce que je ne considère pas être un échec. Hein. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Un projet qui n'a pas donné ce qu'il devait donner, mais il ne faut pas le voir du tout comme un échec. Je peux vous dire que là, pour moi, c'est quand même comment dire, une super réussite à l'heure actuelle. Que vraiment il y a un accompagnement du réseau, mais pour tout, au niveau juridique, au niveau informatique, au niveau marketing. Enfin, ouais, on est très, très bien encadré tout en étant indépendant. Ça, c'est vachement important parce que bon, le franchiseur n'est pas là à vous demander des comptes. Alors bien sûr, dans la limite du légal. Mais vraiment, non, il y a un bel accompagnement. Il y a un beau réseau aussi de franchisés. Parce que c'est vrai qu'on est tous des patrons finalement, qu'on s'entraide. Donc ça, il y a un bel échange. Ouais. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup pour le témoignage. On va donner la parole à Roberta parce qu'il faut qu'on lui laisse ses 20 petites minutes parce qu'il nous reste 20 minutes. Merci beaucoup, Christelle. Avec plaisir. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, parfait. Vous savez, moi, tout comme je vous l'avais dit au téléphone, il faut juste que ça vienne du cœur et qu'on dise ce qu'on a envie de dire de manière à ce que chacun en prenne ce qu'il a à en prendre ou l'approche qu'il en a. Et du coup, je cède la parole à Roberta. Bonjour à toutes et à tous, même si je vois pas tout le monde sur l'écran. Bon, je vais faire rapide parce que
comme Olivier a pu le montrer, raconter un parcours de repreneur, c'est long, c'est long, c'est long. Nous, ça a été long en tout cas. Moi, j'ai repris avec mon mari, donc un cas un peu particulier parce que nous sommes deux. Et on a mis quand même plus de 2 ans à trouver l'entreprise de nos rêves, qui n'était pas du tout celle qui était prévue. Et pendant tout ce temps, on nous a posé tous les jours la même question. Ah, vous êtes deux? Et comment vous allez vous partager les rôles? Et qui va faire quoi? Et notre réponse est toujours la même. On peut se permettre de reprendre l'entreprise à deux parce qu'on est une équipe dans la vie privée et dans la vie de travail, et sinon ça ne marcherait pas. Parce que quand même, quand on est dirigeant d'entreprise, être dirigeant à deux, il faut quand même savoir travailler ensemble, chose qui heureusement a été prévue. Donc nous sommes à pile dans la cible du repreneur type. Moi j'ai 50 ans, mon mari un peu plus. Donc le repreneur type nouveau, on va dire, ceux en reconversion. Parce qu'après 20 ans, moi et 30 ans, Roger, de travail à Paris, nous avons décidé de nous enfuir et de revenir à Marseille. Et donc, c'était un choix de vie qui nous poussait vers la reprise. Et on aurait pu créer une entreprise, mais la reprise nous paraissait une voie, j'allais dire plus rapide. En fait, ça ne l'a pas été, mais sûrement, on reprend un business qui roule déjà et on n'a pas à créer tout à partir de zéro. Et quand on a 50 ans, c'est quand même pas mal de se dire qu'on va prendre un train qui marche et on va pouvoir porter notre pierre à l'édifice sans devoir vraiment tout recommencer. Donc ça a été, comme j'ai dit, c'était long, des fois difficile, très intéressant, très intéressant. On a rencontré plein de personnages fantastiques, mais surtout, au tout début, on s'est formé. On s'est formé auprès de 2 institutions clés de la région, le CRA et l'IRCE, qui nous ont formés parce que reprendre une entreprise, ça s'apprend. Vous avez bien vu combien était dense la présentation d'Olivier. Tous les sujets qu'il y a à appréhender, et ce n'est pas en lisant un bouquin 5 minutes dans un coin qu'on va y arriver. Donc, on a cru bon de nous former, et heureusement, parce que ces institutions comme le CRA, comme l'IRCE, comme d'autres, non seulement ils vous forment, mais ils vous accompagnent tout au long du parcours. Vous pouvez vous adresser à eux pour des questions. Ils vous présentent les acteurs de la reprise, que ce soit des intermédiaires, des avocats, des comptables, des gens qui savent faire ça et dont c'est le métier de faire ça. Parce qu'on avait un comptable avant, mais ce n'est pas le même qu'on a utilisé pour la reprise, parce que la reprise est un métier. Donc, on a changé de comptable. On avait un avocat avant, mais ce n'est pas le même qu'on a utilisé pour l'entreprise. On a pris un avocat qui fait que ça. Et on avait donc une équipe de reprise solide et constituée de personnes dont c'est le métier de transmettre des entreprises. Et cela nous a aidés, je ne sais pas vous dire combien. Et après aussi, on était entouré d'autres repreneurs, parce qu'on n'en parle pas assez, mais la solitude du repreneur, quand même, c'est quelque chose. Il y a des moments où on a besoin d'être entouré de gens qui sont en train de faire la même chose et qui se posent la même question et qui ont les mêmes peurs et qui traversent les mêmes difficultés. Et puis, c'est un réseau qui continue à exister tout au long de votre parcours. Et après, encore aujourd'hui, nous, on se parle avec nos copains de reprise, certains qui ont repris, d'autres pas, d'autres sont repartis dans le salariat ou ont créé des entreprises ou ont fait autre chose. Mais c'est important, ils sont là pour nous et nous, on est là pour eux. Et c'est quelque chose qui fait partie du parcours. On ne peut pas être seul dans ce genre d'aventure, ce n'est pas la bonne idée. Alors, j'entendais tout à l'heure, je crois, Catherine, qui disait c'est difficile, ça me paraît difficile, ça me paraît compliqué. Oui, c'est compliqué, mais justement, il faut se faire accompagner et c'est possible en étant accompagné. Nous aussi, on débarquait d'autres choses complètement. Moi, je viens du conseil du conseil à management et Roger vient de l'automobile, donc rien à voir. Et vous savez ce qu'on a fini par reprendre, parce qu'on avait, à propos de la fiche de cadrage, si vous voulez, je vous partagerai la mienne. Nous, on avait fait un truc très simple, on avait créé la fiche et puis on avait créé un site Wix. Un site sur Wix avec notre profil et comme ça, avec un QR code, on pouvait le transmettre immédiatement. On s'est vite rendu compte que le site était surtout pour les intermédiaires, parce que le cédant, vous n'avez pas forcément envie de lui raconter tout de suite votre parcours, parce que ça pourrait… moi, je n'avais pas envie de m'entendre dire « Ah, vous venez du conseil, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela ». Et donc, on avait ciblé. On avait ciblé tant bien que mal, parce qu'on était parti un peu, comme Olivier disait au début, on aurait bien aimé reprendre une entreprise, peu importe laquelle, pourvu qu'elle marche.
parce que nous, notre priorité, c'était de descendre dans le sud et non pas de reprendre une entreprise qui fait ci ou une entreprise qui fait ça. On s'était donné quand même des cibles. On voulait des entreprises qui fassent du service et si possible du service aux entreprises de qualité, dans le service de haute qualité et évolutive. Et à la fin, on a repris une entreprise qui construit des terrains de tennis. Donc, nous sommes dans le BTP. Ça n'a strictement rien à voir. Par contre, ça fait des terrains de tennis de luxe et effectivement, le service est une caractéristique hyper importante de ce qu'on fait. Nous vendons nos terrains de tennis à des particuliers qui ont des grosses propriétés dans le sud de la France et très peu à des mairies. Et du coup, nous sommes en fait plus ou moins dans la cible qu'on s'était donnée, c'est-à-dire une entreprise qui rend un service de ultra qualité, non pas à des entreprises mais à des particuliers, mais alors ces particuliers, ils sont tous nos clients d'avant, des grands dirigeants d'entreprises du genre qu'on a pu côtoyer dans nos vies précédentes et qui ont évidemment des sous et qu'il faut construire un tennis chez eux. Et par contre, on ne s'attendait pas du tout à être dans le BTP, mais alors zéro, ce n'était pas prévu, ce n'était pas ce qu'on voulait et c'est tombé comme ça. Et au bout de 2 ans, presque 3 de recherche, après, en 6 mois, on a acheté l'entreprise. À partir du moment où on a vu le dossier et au moment où on a signé, on a mis 6 mois. 3 ans et 6 mois. Donc, ça a été compliqué et à la fois rapide à la fin. Encore aujourd'hui, nous sommes accompagnés par notre comptable, qui est resté notre comptable, par nos avocats, qui sont restés nos avocats, qui nous avaient aidés à étudier tous les dossiers précédents. On en a étudié en détail au moins une vingtaine, qui ont été écartés pour plusieurs raisons. Certains parce qu'ils étaient loin, très loin. Par exemple, nous, on habite à Marseille. Il y en avait un magnifique, mais il était à Antibes. Antibes, ce n'était pas possible. 2 heures de voiture, il fallait déménager à Antibes. Ce n'était pas une option. Nous avons 2 enfants qui ont maintenant 12 et 8 ans, et qui sont à l'école à Marseille. Enfin, on les a déjà déménagés de Paris à Marseille, on ne va pas recommencer. Puis il y en a d'autres qui ont été écartés parce que les comptes, à une analyse plus de près, ils n'étaient pas très très clairs. Il y avait une partie qui n'était pas vraiment déclarée. Et donc, quand on a commencé à creuser, on nous a dit, mais ça c'est à part. On dit, oui, nous, à part, on n'est pas confortable avec, donc pas pris ce dossier-là. Il y en a eu 2 ou 3 comme ça. D'autres qui nous ont échappé sous le nez parce que quelqu'un d'autre les a eu avant ou parce qu'on ne s'est pas entendu avec le cédant. Et là, puis soudainement, on s'est super bien entendu avec le cédant. Qui partait parce que sa femme avait des problèmes de santé. Donc, c'était une entreprise en très bonne santé qui allait très bien et prenait sa retraite un peu avant ce qu'il avait prévu. Ce qu'on a découvert, c'est que beaucoup de cédants, en réalité, ils ne sont pas cédants. C'est-à-dire, ils disent qu'ils veulent vendre leur entreprise, mais après, quand on discute, on découvre que vraiment peut-être pas. Et du coup, on en a rencontré plein comme ça, qui se disaient cédants et qui n'étaient pas. Lui, il était parce que voilà, sa décision a été prise. Et du coup, on construit des tennis et qui l'aurait dit, on a trouvé une équipe très, très bonne. Alors, pour rebondir sur ce que disait Christelle au début, c'est clair que l'intégration est capitale. Alors, nous avons signé les papiers pour l'achat d'entreprise le 16 janvier et puis on est rentré le 17. Et personne n'avait été informé et rien n'avait été dit. Le cédant n'avait dit rien à personne. Donc, il a annoncé à ses employés qu'il vendait et le jour après, hop là, nous sommes arrivés. On était là, bonjour, c'est nous. Vous ne saviez pas que l'entreprise était vendue. Voilà. Bon, ce qui s'est bien passé, par contre, c'est qu'il nous a accompagnés, il a réussi à nous accompagner de loin. C'est-à-dire, il nous a aidés sans être trop présent. Au début, il continuait à appeler les employés, à lui dire ce qu'il fallait faire. Mais allez, disons, il a mis un petit mois à comprendre qu'il fallait qu'il nous laisse quand même mettre le pied. Et puis, on a apporté un vent d'air frais parce que le monsieur, bien qu'il soit assez jeune, il a 61 ans, 62 peut-être, il faisait tout à l'ancienne. Tout était sur papier, tout était fait pas à distance. Et nous, on a acheté le 16 janvier dernier. Vous savez bien que le 16 mars, 2 mois plus tard, on était tous confinés.
Donc, heureusement que la première chose qu'on a faite était de rendre le travail possible à distance. Donc, j'ai commencé par mettre Outlook, calendrier partagé. Et j'ai fini par mettre un serveur à distance, un simple OneDrive sur lequel tout le monde a pu mettre ses documents. Et du coup, hop, le 16 mars, j'avais acheté 2 portables de plus. Et voilà, et on était tous en capacité de travailler à distance, alors que 2 mois auparavant, c'était juste un inenvisageable, heureusement. Et comme ça, on a survécu au confinement. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, bon, de financement, on en a déjà parlé. Nous, on a aussi eu un crédit vendeur. Donc, on a eu 2 banques, la BPI qui nous a cofinancé et garanti, et un crédit vendeur, donc une partie du prix qui sera payée en janvier, donc un an plus tard. Le vendeur a accepté de dilationner. Et voilà, je ne sais pas si j'ai d'autres choses très, très importantes à vous raconter, mais surtout, faites-vous accompagner si vous décidez de faire ce parcours, parce que nous, tout seuls, on n'aurait pas réussi. Et Roberta, il y a combien de personnes dans cette entreprise? Alors, il y en a 12, mais il y en a 5 tout le temps qui travaillent dans le bureau, donc comptable, responsable des travaux, 2 assistantes administratives et logistiques, et le reste, c'est des ouvriers qui sont là surtout en saison. Le tennis, c'est très saisonnier. Donc, de mars à octobre, ils travaillent, et le reste du temps, ils sont en congé. Et comme ils sont roumains, ils rentrent en Roumanie. Mais ils sont employés à plein temps. Donc, au total, 12. 12, et après, il y a des fournisseurs, il y a certaines fonctions qui sont externalisées, mais avec des contrats d'exclusivité. Et des intérimaires? Alors, des intérimaires bientôt. J'enverrai mes collègues. Tout à fait. Mais c'est important parce que je veux faire 2 choses. On a changé tellement de choses que des fois, je perds le compte. Alors là, j'ai une employée clé qui est enceinte, heureusement pour elle, et qui va partir en congé mat pendant quelques mois. Et donc, j'ai besoin de la seconder par un intérimaire qui va prendre la main avec elle, je pense, en février, et qui va rester tant qu'elle reste, et puis travailler pendant 4 mois pendant son congé mat. Donc ça, il faut que je m'en occupe. Je n'ai pas encore commencé, c'est pour janvier. Mais avec plaisir. Il faut quelqu'un qui soit rapide parce que… Il doit y avoir une temporité. Parce qu'en saison, c'est la folie. Hein. Et elle a 3 ans d'expérience. Elle sait tout. Elle nous a sauvés d'ailleurs parce qu'il nous a appris plein de choses que le cédant ne savait pas nous dire parce que ce n'était pas lui qui les faisait, tout simplement. C'était elle. Et donc… Vous avez des commerciaux qui font la prospection commerciale pour vendre nous. C'est nous qui nous déplaçons et les clients, ils sont tous à 2 heures de voiture d'ici, 3 heures, ils sont à Ramatuelle, à Saint-Trope, à Antibes, à Cannes, de partout, à Saint-Rémy-de-Provence. Donc, on passe des journées entières dans la voiture. C'est pour ça que c'est super important que tout le monde soit efficace à distance. Ils faisaient partie de votre réseau avant, ces clients? Parce que vous avez dit qu'on était en contact avec des dirigeants d'entreprise. Oui, on l'était par métier et du coup, on retrouve les mêmes profils et on sait comment interagir avec eux. Mais non, on ne les connaissait pas, c'est pas les mêmes. Si, il y en a un ou deux qui étaient… Moi, j'étais chez Capgemini, il y a un ou deux qui sont des anciens de Capgemini ou qui ont travaillé ou qui sont dans la pharma, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dans la pharma. Et donc, oui, ils connaissent des gens que je connais des fois, mais non, mais la majorité, c'est des gens qui nous trouvent sur Internet. Et puis, il faut aller les voir, il faut aller chez eux, il faut implanter le tennis. Et alors, on pourrait avoir des commerciaux, mais c'est mieux quand même quand c'est le gérant qui se pointe et qui dit « Votre tennis, c'est un projet important et je m'en occupe personnellement ». C'est toute la différence. Est-ce que vous jouez au tennis, toi ou ton mari? Tout le monde nous pose la question. En fait, pas du tout. Et on essaie de ne pas le dire aux clients. Alors, moi, j'ai joué dans le temps, hein, mais c'était quand j'avais 20 ans. Et je jouais très, très mal. Et du coup, quand les clients nous demandent, on dit oui, un peu, des fois. Mais on ne peut pas dire qu'on joue absolument pas. Mais franchement, c'est pas
c'est pas nécessaire parce qu'à la fin, ils achètent tous plus ou moins les mêmes 2-3 choses. Un terrain de tennis, c'est un terrain de tennis, c'est pas sorcier. Mais oui, il faut connaître un peu les caractéristiques des différents revêtements, mais il n'y en a pas 100, hein, il y en a 3 ou 4. Donc, au bout d'un moment, on sait répondre aux questions, même si on ne joue pas dessus. Donc, bon, un secteur qu'on ne connaissait pas et on avait dit surtout pas de BTP. Mais bon, la vie du repreneur, c'est comme ça. Bon. Y a-t-il d'autres questions? Non? En tout cas, merci pour les interventions toutes les deux. C'était super intéressant, de Ouais. choses différentes, mais la passion quand même Avec plaisir. d'entreprendre, Avec hein. plaisir. Quel que soit le Oui. domaine, ça se sent. Et l'importance de l'accompagnement. Alors moi, donc on est sur la création d'entreprise, hein, mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a 70% de chances de plus de réussite quand on est accompagné. Et ça, c'est fondamental, que ce soit de la création, que ce soit de la franchise, où là, on a un accompagnement normalement par le franchiseur, mais aussi par des organes transverses, et puis par les autres franchisés, hein, comme on dit, c'est aussi cette entraide entre pairs, hein, entre entrepreneurs, ça aide beaucoup. Et pour la reprise, en effet, je veux dire, se décider tout seul à reprendre, c'est à la fois pour trouver, comme vous dites, hein, il y a quand même des gens qui sont spécialisés parce que beaucoup de cédants ne veulent pas céder. Et puis, un cédant, il ne va pas forcément dire qu'il veut céder parce qu'il a peur que les gens partent de l'entreprise. Donc, ça aussi, savoir comment trouver des entreprises à céder. Et c'est pour ça aussi, avec Olivier, on se dit que nous, on va lancer un programme aussi pour aider les reprises d'entreprises au féminin. Hein. Parce que voilà, on est dans la création et la reprise fait partie aussi de la création d'entreprise pour beaucoup, hein, non pas du tout c'est pas des anciens entrepreneurs qui se mettent à reprendre, hein. Souvent c'est des gens qui ne viennent pas. Non, au contraire, c'est plutôt des reconversions comme nous. Mais c'est le faire avec des gens spécialistes de la franchise parce que voilà, ça avait à la fois pour trouver les réseaux, les spécialités. Mais en tout cas, il faut se faire accompagner. En général, ça fait gagner du temps, ça évite des erreurs. Une personne, voilà. Je sais qu'Olivier est aussi très pro-accompagnement, soutien. Voilà, Isabelle, si tu me permets, moi je voulais aussi vraiment remercier Roberta parce que dans son témoignage, je vais relever les points clés. Hein, c'est que par rapport à ce que j'ai pu dire, elle a bien relevé l'importance de la formation. Je précise pour tout le monde que je n'ai donné aucune consigne à personne et je ne connaissais par avance aucun témoignage. Et on n'a pas échangé d'informations entre nous. Mais, donc je remercie Roberta, pour avoir bien fait ressortir l'aspect impératif de la formation. Qu'au final, elle a repris une entreprise qui n'est pas du tout celle qu'elle a prévue. Donc ça veut dire que dans la reprise, il faut être ouvert aux opportunités. Elle a clairement dit qu'elle n'avait pas voulu déménager, donc ils avaient fait le travail sur eux-mêmes pour être très au clair sur le chemin. Je la remercie aussi d'avoir bien parlé de la notion de groupe avec d'autres preneurs pour casser l'isolement et rester ensemble et partager. Ça m'apparaît être important dans le schéma de réussite. Voilà, et moi je voulais la féliciter aussi sur un point, c'est que 3 ans et demi pour reprendre une entreprise, ça nécessite quand même résistance, motivation, parce qu'il y en a plus d'un qui aurait jeté l'éponge au bout d'un an ou un an et demi. Donc bravo et félicitations pour ce beau parcours et cette belle réussite, notamment à toutes les deux. Ça sera mon mot de la fin. Merci. Bon. Merci. Eh ben, écoutez, merci tout le monde et à bientôt. Et puis, ça a été un plaisir de passer du temps avec vous toutes et tous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Je vous envoie un mail. Où vous aurez le replay donc de la session. Vous pourrez avoir même les replays des autres. Vous n'avez peut-être pas forcément assisté. Et il y aura aussi des liens vers des Google Forms. D'ailleurs, Olivier doit en faire un. Je le rappelle au passage, pour que vous puissiez vous inscrire, enfin donner un peu vos besoins, si vous recherchez quel type peut-être d'entreprise, dans quelle zone, tout ça, pour qu'on puisse fixer des rendez-vous un peu individuels après avec Olivier, si vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas, ça se partira demain matin et comme ça, vous aurez accès à l'information et nous aussi à savoir quels sont vos besoins.
Voilà, Merci beaucoup. c'était mon mot de la fin. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.